Bonjour Jacques Sapir, bonjour à tous nos téléspectateurs, on va dire comme ça. Jacques Sapir revient sur Vue du droit et je l'en remercie. C'est quelqu'un qui nous est précieux dans les informations qu'il donne. Euh, il a joué un rôle important que Emmanuel Todd, dans son livre sur la défaite de l'Occident, souligne et pointe, c'est-à-dire qu'il a donné des informations qui ont permis un petit peu d'aller à l'encontre de la propagande occidentale sur le fait qu'on allait, par les sanctions, par la guerre des sanctions, on allait faire tomber le régime de Vladimir Poutine et tomber la Russie. Alors, je souhaitais qu'il participe à ce petit tour de table que je fais en ce début d'année sur ce qui peut se passer. Je lui demande quelques observations prospectives en étant prudent, parce que bon, c'est clair qu'il faut faire attention quand on fait des prévisions. C'est pour ça que, d'ailleurs, il y a une chose un peu amusante, c'est que Emmanuel Todd, à mon avis, il l'a fait exprès. Hein. Il dit la défaite de l'Occident, les États-Unis vont se casser la figure, mais comme il a un précédent où il avait prédit quelque chose qui s'est réalisé, donc tout le monde est en train un petit peu de paniquer. Il y a eu un article de Serge July que j'ai relevé dans Libération, de ce point de vue-là, un peu ridicule, quoi. Terreur, panique à bord sur ce qui est en train de se produire. Comme en plus, il semble que pour l'instant, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, que Donald Trump fait la course en tête dans la perspective de novembre 2024, tout ça est un petit peu troublant pour nos chers occidentaux. Alors, je voulais cependant commencer par lui poser une petite question sur les raisons qui font que en Occident, on se soit à ce point trompé. Je ne parle pas seulement de la propagande, des relais sur les chaînes d'infos où on a de faux experts qui viennent sur les plateaux. Ça, c'est pas très intéressant. Ce sont en général des faux experts stipendiés. En revanche, les décideurs occidentaux, ceux qui dirigent les États occidentaux, se sont trompés. Se sont trompés. Et ce qui est intéressant dans deux livres qui viennent de sortir, que je suis en train de lire en parallèle, c'est celui de Jacques Beau sur l'art opératif russe, j'allais dire soviétique, mon cher Jacques Sapir. Alors, je ne t'ai pas présenté dans la mesure où euh, tout le monde te connaît, mais j'ajoute une chose, parce que j'en ai fait l'acquisition et la lecture il n'y a pas très longtemps. Jacques Sapir est également un grand spécialiste de l'art militaire. Il a écrit un livre remarquable qui s'appelle La Mandchourie oubliée. Je ne l'avais pas oublié pour ce qui me concerne. Hein. Tempête d'août, je connaissais le rôle de Vassilevski, le maréchal soviétique, mais il en fait une analyse qui, justement, montre bien qu'il est un des spécialistes français de l'art opératif, d'abord soviétique et ensuite russe aujourd'hui. Donc, je reviens sur Jacques Beau. Jacques Beau explique qu'on s'est trompé, y compris sur le plan militaire, dans les appréciations. Emmanuel Todd dit on s'est lourdement trompé, et Jacques Sapir a dit déjà, dans d'autres enceintes, dans d'autres articles, a déjà dit on s'est lourdement trompé. Qu'est-ce qui a provoqué une erreur aussi grossière, finalement? Alors, tout d'abord, bonjour Régis. Je suis très heureux de pouvoir reprendre la parole dans ton émission. Effectivement, la question des erreurs sur le domaine économique, mais pas simplement, hein, sur d'autres domaines aussi, des responsables occidentaux est tout à fait troublante. La première chose qu'il faut dire, ce n'est pas la première fois. En 1999, donc après la crise financière de 1998, le Fonds monétaire international euh, indiquait que normalement la Russie devait connaître un recul de sa production, de son PIB, de moins 7%. Et en fait, la Russie a progressé de plus 6,6%. On était donc sur un écart de plus de 13 points, ce qui est absolument phénoménal. Bon. Et j'avoue que moi aussi, j'avais été assez surpris par cette reprise de la Russie, même si j'indiquais dans mes travaux que la Russie allait repartir de l'avant. Je pensais que ça serait plutôt de l'ordre de 2,5 à 3%. Et j'ai été surpris, comme pratiquement tous les économistes, par la vigueur de cette reprise. Donc, il y a déjà un précédent historique. Alors maintenant, les raisons.
La première raison, et ça porte essentiellement pour les organisations internationales, donc comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'OCDE, etc., c'est le fait que ces organisations s'appuient sur des modèles économétriques. Alors, ce sont des modèles économétriques qui, pour ceux qui sont utilisés en Occident, sont en règle générale des modèles extrêmement discutables quant à leurs hypothèses. Mais le problème, c'est que même si les hypothèses étaient un peu plus réalistes, ce qui n'est pas le cas pour les modèles économétriques occidentaux, mais même si les hypothèses étaient un peu plus réalistes, un modèle suppose en réalité que les relations entre les différentes variables sont constantes. Non pas le niveau des variables, mais les relations. Par exemple, la relation entre l'investissement et la production, entre les importations et la production, etc., etc. Or, quand on est en présence d'un choc macroéconomique massif, comme les sanctions, parce qu'il faut quand même rappeler que les sanctions, c'est en réalité un énorme choc macroéconomique, comme ce que l'on pourrait connaître dans une très grave crise mondiale, etc. Eh bien, ces relations ne sont pas stables. Les différents coefficients multiplicateurs varient. Donc, je dirais que l'erreur, à ce moment-là, est inhérente à tous les modèles. Et quand on est en présence de tels bouleversements, les modèles ne peuvent pas servir de référence, en tous les cas pas au départ, pas tant que les économistes aient recalculé ou réestimé des coefficients. Donc ça, c'est une raison absolument indépassable. Et ce qui explique d'ailleurs que même dans les institutions russes, il y a eu des erreurs importantes, certes bien moins importantes que dans les institutions occidentales, mais il y a eu quand même des erreurs qui étaient tout à fait significatives. Et moi-même, j'ai d'ailleurs aussi fait des erreurs. Donc ça, c'est un premier plan. Le deuxième point, c'est évidemment euh, une croyance qui est extrêmement forte dans les milieux occidentaux, que ce soit chez les économistes, que ce soit chez les dirigeants, qui est le fait que l'économie russe ne peut pas fonctionner sans les économies occidentales. Alors ça, en réalité, ça a pu être vrai au début des années 2000, quand la Russie redémarre, repart de l'avant. Il est vrai qu'elle est extrêmement dépendante de la présence en Russie euh, d'entreprises occidentales qui, d'une certaine manière, transmettent leur savoir-faire aux entreprises russes, directement ou indirectement. Sauf que cette situation, eh bien, 20 ans après, elle n'existe plus. En réalité, aujourd'hui, l'ensemble des entreprises russes se sont adaptées à la nouvelle économie. Grosso modo, elles se sont adaptées à l'économie capitaliste. Et de ce point de vue-là, elles n'ont plus besoin des entreprises, de la présence d'entreprises occidentales, de la présence de cadres occidentaux en leur sein. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été pris en compte, que ce soit par les organisations internationales, enfin par certaines organisations internationales, en particulier l'OCDE, et en particulier par les gouvernements, qui sont restés sur une vision extraordinairement datée de la situation de l'économie russe. Et puis, il y a une troisième raison, et qui là est une raison, je dirais, d'ordre idéologique, mais d'ordre idéologique très profonde. Les gens n'en sont même pas conscients. Hein. C'est cette idée que, fondamentalement, euh, l'Occident, enfin, disons, le bassin atlantique, ce qui va des États-Unis à l'Europe occidentale et qui peut aussi aller au Japon, voire à la Corée, eh bien, que cet Occident a une espèce de suprématie et de contrôle sur la technologie productive. Alors, là encore, ça a été vrai. Ça a été vrai, grosso modo, de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 1980-1990. La domination
de la technologie occidentale, du progrès occidental, de la modernité aussi occidentale, c'est-à-dire de la manière de concevoir le fonctionnement des entreprises, bien, cette domination a été, à peu de choses près, sans partage. Même si l'Union soviétique avait pu, sur certains secteurs, rattraper le retard qu'elle avait, globalement, cette domination était tout à fait réelle. Mais le fait est que cette domination, elle a commencé à s'effriter fin des années 80, et puis cet effritement est allé en s'accélérant. Et aujourd'hui, en particulier, on le voit sur la question des machines-outils, des microprocesseurs, etc., l'Occident n'est plus en position dominante. Il est même, d'une certaine manière, dépendant des entreprises du Sud. Je vais donner un simple chiffre. En 2019, la Chine déposait 60% des brevets mondiaux. Je dis bien 60%. Les États-Unis, 12%. Le Japon, 11%. La Corée, 7%. Donc, même si on additionne les États-Unis, le Japon et la Corée, on arrive autour de 35%. On voit que ça reste inférieur à l'ensemble des brevets qui sont déposés en Chine. Donc ça, c'est un fait qui est absolument central et qui explique en réalité une partie des erreurs qui consistent simplement pour des dirigeants politiques, qui ne sont pas des économistes, il faut quand même le rappeler, hein, et qui disent, oui, ben, voilà, nous avons le savoir, alors bien sûr, l'exécution peut être laissée à la Chine, aux pays asiatiques, à l'Inde, bon, etc., mais sans notre savoir, ils ne peuvent pas fonctionner. Ben non, ce n'est plus vrai, et c'est quelque chose qui a très largement, je dirais, imprégné cette idéologie des sanctions, dans la mesure où elle se fondait sur cet a priori, nous contrôlons le savoir, les autres pays, les pays du Sud, sont uniquement dans l'exécution. À cela, on peut ajouter une quatrième source d'erreur, mais qui alors là est, je dirais, beaucoup plus franco-française, c'est la méconnaissance de comment fonctionnent les systèmes de comptabilité nationaux. Par exemple, quand Emmanuel Macron a déclaré il y a de ça quelques mois, ah oui, les chiffres russes, ils sont contrôlés par l'État. Bien. Alors d'abord, il oublie que l'INSEE est aussi contrôlé par l'État. L'INSEE est rattaché au service du Premier ministre. Donc l'INSEE n'est pas indépendante. Ça, c'est un problème. Mais ce n'est pas ça le problème. En fait, la comptabilité nationale russe a été mise aux standards occidentaux par une mission de l'INSEE qui a duré de 1995 à 2003 à peu près, à laquelle mes étudiants ont participé, j'ai moi-même participé. Et aujourd'hui, on peut dire que la manière dont les Russes calculent leurs chiffres, c'est à peu de choses près la même chose que ce que fait l'INSEE. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les Russes donnent des chiffres de PIB, donnent des chiffres d'investissement, ces chiffres sont calculés à l'intérieur d'une matrice de 500 à 600 séries, approximativement. Et il y a par ailleurs des corrélations avec encore 400 à 500 séries. Donc, si on voulait produire des chiffres faux, enfin disons des chiffres qui arrangeraient le gouvernement, sans introduire des incohérences avec les autres séries statistiques, on voit le travail. Ce n'est pas une série ou deux séries, par exemple, le PIB, l'investissement, voire la consommation, ça fait trois séries qu'il faudrait modifier. C'est l'ensemble de la matrice. Ça, c'est un travail qui, au minimum, prendrait un an.
Donc, déjà, c'est un premier point. Et puis, il y a un autre problème. On ne fait pas des statistiques pour le plaisir de faire des statistiques. Il faut toujours le rappeler. Hein. On fait des statistiques parce qu'on en a besoin, que ce soit les administrations ou que ce soit les entreprises. Les entreprises, évidemment, les entreprises russes sont de grosses utilisatrices des statistiques de Rostat, qui est l'équivalent russe de l'INSEE. Donc, admettons que le gouvernement russe ait dit à Rostat, vous faites de fausses statistiques. Mais Rostat devrait aussi faire en même temps de vraies statistiques. Donc, on devrait avoir deux systèmes de statistiques en parallèle, sans que personne ne le sache, sans que personne en Russie n'ait appelé un de ses correspondants occidentaux pour dire bah, tu sais, les statistiques du gouvernement, elles ne sont pas justes, nous, on a les vraies statistiques, etc. C'est tout simplement non croyable. Parce que, en réalité, dans les entreprises, il y a des milliers de gens qui ont connaissance de ces statistiques. Dans les administrations, il y a aussi des milliers de gens, ce qui est très différent de la situation qui régnait du temps soviétique. Du temps soviétique, mes collègues, ce n'était pas l'Institut de prévision de l'économie, c'était à l'époque le TSEMI, donc l'Institut central d'économie mathématique, n'avaient pas accès aux statistiques officielles. Et d'ailleurs, c'était l'un des problèmes de l'économie soviétique, c'est que le nombre de gens qui avaient accès aux véritables statistiques, c'était peut-être 200 à 300 personnes, pas plus. Donc, on est sorti de ce système. Désormais, il y a une diffusion très large, probablement 10 000 personnes qui sont des utilisateurs quotidiens de statistiques en Russie. Et on voit bien que faire fonctionner un double système, un système pour les Occidentaux et un système pour les Russes, sans que cela se sache, est tout simplement impossible. Donc voilà, c'est ça, si on veut, l'ensemble des raisons. Sauf que, et là je crois qu'il faut revenir sur l'idéologie, ou peut-être même sur la politique, comme on a voulu montrer à tout prix que l'on pouvait avoir un effet quasi militaire par l'économie, pour une raison très simple, c'est qu'on savait dès le départ qu'on n'avait pas les moyens, ni même la volonté, d'aider le gouvernement ukrainien, je dirais, à résister face à la Russie. Donc, il a fallu construire un discours pour dire on ne donne pas beaucoup d'armes, pour une raison très simple, c'est qu'on n'en a pas beaucoup nous-mêmes. Bien, donc on ne donne pas beaucoup d'armes à l'Ukraine, mais ne vous en faites pas. Économiquement, on a pris de telles mesures qu'on va faire s'effondrer l'économie russe. Mais ça, c'est un discours qui a été en réalité construit pour cacher le fait qu'on n'avait pas beaucoup d'armes à donner. Donc, c'était d'emblée politique. Et si on revient sur ce discours, aujourd'hui, admettre pour ces gens que ça n'a pas fonctionné, que ce discours n'a pas tenu, ça revient à admettre de dire que, ben, en fait, on ne pouvait pas faire grand-chose pour aider l'Ukraine. Donc, il y a un véritable problème politique au niveau du discours qui, d'une certaine manière, emprisonne les dirigeants occidentaux dans leurs mensonges qui datent donc de fin février 2022, mais dont ils ne peuvent plus aujourd'hui sortir sans accepter une incohérence majeure. Bah, écoutez, voilà une démonstration brillante, mais un peu inquiétante. Parce que si je devais la résumer, comment je l'ai reçue, je me rappelle, il y a 20 ans, 25 ans, je m'étais beaucoup intéressé à la fameuse théorie du chaos, c'est-à-dire la notion Oui. d'imprévisibilité des systèmes complexes. Et il y avait une notion que j'avais retenue, qui était la dépendance sensitive des questions initiales. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que, effectivement, il y avait énormément de variables
dans les modèles qu'on voulait faire tourner, et que par conséquent, à l'arrivée, alors c'était la fameuse histoire du battement d'aile du papillon, Mmh. hein, qui débouchait à l'autre bout de la Terre sur un cyclone. Et je constate, alors, ça a été un peu une prise de conscience récente, c'est que cette notion de modèle qu'on fait tourner, en économie, je comprends, oui, tout à fait, mais c'est dans tous les domaines maintenant. Je devais partir à La Réunion le 11 janvier, c'est-à-dire la veille de l'arrivée de Bellal, le cyclone qui était assez costaud. Oui. Bah oui, alors ils font tourner les modèles, en fait, Mmh. les météorologues, remarquablement d'ailleurs, hein, ils se sont pas trop trompés, c'est-à-dire que l'œil devait passer sur le sud-ouest de l'île, il est passé sur le nord-est, mais c'est pas grand, hein, donc, voilà, ce sont des modèles qu'on nourrit au fur et à mesure de tout un tas d'informations. Je constate que c'est la même chose concernant le climat. J'ai mieux compris que le réchauffement climatique, sur lequel moi j'ai pas d'avis Mmh. particulier scientifique, s'entend, hein, donc, mais ce sont des modèles qu'on fait tourner. La polémique a lieu autour de ça. Donc cette notion de modèle est très importante. Donc tu viens de nous dire que le, le dossier initial n'était pas le bon. Hein. Mmh. Il Tout à fait. manquait tout un tas de choses qui fait qu'on a fait tourner un système qui était peut-être pas obsolète, mais qui était fragile, en tout cas pour aboutir à des conclusions valables. Sachant que je me rappelle pour la théorie du chaos, il y avait toujours l'exemple de la boule de billard. Hein, c'est-à-dire, si on lance une boule de billard qui va rebondir aux quatre coins, mais il suffit qu'il y ait toute petite différence d'angle au départ pour qu'elle se retrouve à des endroits opposés. Donc, mais plus grave, et je pense que c'est un de nos problèmes aujourd'hui. Plus grave, c'est ce que tu ajoutes, c'est la dimension politique, idéologique, et c'est un peu cette arrogance, quoi. Mmh. C'est-à-dire que on considère qu'on est les meilleurs quoi qu'il arrive, quoi. Et qui s'est manifesté d'ailleurs avec des connotations racistes assez nettes dans la phase récente. Donc, les mauvais outils, plus une arrogance idéologique et politique qui débouche sur une situation, je vais utiliser un terme familier, indémerdable pour les politiciens. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas un journaliste qui dise à Bruno Le Maire sur un plateau, bon, écoutez, si on revenait Mmh. sur cette déclaration célèbre qu'on voit partout sur les réseaux, sur le fait que vous alliez effondrer l'économie russe. Non, non, ils sont un petit peu coincés avec la perte de confiance et la perte de légitimité, de crédibilité Mmh. que ça implique. Euh, donc, en Occident, on n'a plus les bons outils, et tu as dit quelque chose que j'ai bien retenu, c'est-à-dire que on se croit encore dominant dans tout un tas de domaines et on l'est pas. Ce que tu m'as dit ce que tu nous as dit sur les brevets, bon sang de bonsoir, oh là là, c'est vertigineux les différences. Hein. Alors bon, certes, la Chine est un grand pays, 1,3 milliard d'habitants, mais il n'empêche quand même, quoi. Et, et puis aussi le fait qu'on est enfermé dans un sentiment de supériorité dont d'ailleurs Emmanuel Macron est un représentant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en cause. Je pense que c'est son inculture politique qui joue, mais bon, tout ça n'est pas très réjouissant pour ce qui nous attend. Et là, je reviens vers toi, mon cher Jacques. Qu'est-ce qui va nous arriver? Non, je plaisante, hein, je te provoque un peu, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme tendance pour les 2-3 ans qui viennent, quoi, concernant l'affrontement économique nord-sud? Alors, pour l'économie, autant il est facile de faire des prévisions sur l'année 2024, voire sur le début de 2025, autant sur les 2 ans ou les 3 ans à venir, c'est difficile. C'est d'une certaine manière plus difficile que de prévoir à plus long terme. Parce que on peut toujours avoir des fluctuations de court terme qui s'inscrivent au sein d'une tendance générale de long terme. Alors, ceci étant dit, il est très clair que malgré tout, nous aurons une situation qui sera marquée par une forme de stagnation ou de croissance très faible des économies européennes dans les 2 à 3 ans qui viennent. Et cette faible croissance
elle est due essentiellement à deux facteurs. Le renchérissement des coûts de production. Alors, renchérissement des coûts de production lié au renchérissement de l'énergie, car l'économie, c'est largement de l'énergie transformée. Donc ça, c'est un premier point. Lié à une évolution inquiétante de la productivité du travail. La productivité du travail a baissé depuis la crise Covid dans tous les pays d'Europe occidentale. Allemagne, France. Alors, elle a plus baissé en France qu'en Allemagne, mais globalement, elle a baissé dans l'ensemble des pays. Et ça, c'est quelque chose dont on ne prend pas la mesure. Nous étions, dans les économies occidentales, partis sur une croissance de la productivité, certes moins rapide que la croissance qu'on avait pu constater dans les années 60 et dans les années 70, mais qui restait quand même importante. C'était d'ailleurs l'une des raisons du chômage, dans la mesure où la demande ne croissait pas aussi vite que la production. Eh bien, il y avait une destruction d'emplois, en particulier dans l'industrie, parce qu'on sait que c'est dans l'industrie que se font l'essentiel des gains de productivité. Bien. Depuis la crise Covid, alors évidemment, avec la crise Covid, on voit une chute de productivité, mais ça, c'était tout à fait normal avec les différents confinements. Mais la productivité ne reprend pas son niveau de 2019 à la sortie de la crise Covid. Et c'est ça le point important. Donc, on a une hausse des coûts de production, à la fois par l'énergie, et là, c'est aussi la conséquence des sanctions, il faut bien le dire, et par la baisse ou la stagnation de la productivité. Ça, c'est un point extrêmement important qui fait que, en réalité, l'économie européenne, l'économie des pays européens, de l'Union européenne, mais au-delà, on va mettre la Suisse, on va mettre la Norvège, bon, etc., ne sera plus un pôle de croissance. Les États-Unis vont le rester. Et ils vont le rester parce que eux, ils n'ont pas ce problème d'énergie. Ils sont autosuffisants largement en matière d'énergie. Et même si la productivité du travail semble connaître les mêmes problèmes aux États-Unis qu'en Europe, à un degré peut-être moindre, mais malgré tout, on voit la même tendance. Donc, les États-Unis auront certainement une croissance un petit peu supérieure à la croissance européenne, mais deuxième raison de cette très faible croissance, eh bien, c'est le fait que les institutions monétaires internationales, enfin aux États-Unis et en Europe, donc la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, sont toujours sur des stratégies punitives. Alors, au nom de la lutte contre l'inflation, mais des stratégies punitives en matière de taux d'intérêt. C'est très clair en Europe et on ne voit pas la BCE commencer à changer sa stratégie avant l'été 2024. Donc, si elle commence à revenir vers des taux d'intérêt moins hauts en 2024, il faudra attendre plutôt 2025 pour que l'effet se fasse sentir. Aux États-Unis, ça pourrait être plus précoce. La Réserve fédérale pourrait commencer à baisser ses taux dès le mois de février, donc à peu près dans un mois et demi. Mais voilà, là aussi, il y aura un effet de retard important sur la production. Donc, ça veut dire que la demande va être réduite. Et donc, pour ces deux raisons, le monde occidental, grosso modo, la sphère atlantique, ne sera plus, et cela pour des années, hein, un pôle de croissance de l'économie mondiale. Où est-ce que la croissance mondiale, qui continue, a-t-elle donc migré? Bien, elle migre évidemment en Chine, mais la Chine aussi ralentit. Alors, elle ralentit là pour une autre raison, tout simplement le fait que la Chine est maintenant un pays développé, ce n'est plus un pays émergent. Bon, la classer dans les pays émergents, ça relève
de fantasmes, hein. Bon, c'est désormais un pays développé. C'est aussi un pays dont la population va baisser. Et ça, c'est un point important, hein. C'est bon, c'est l'effet de la politique de l'enfant unique, qui d'ailleurs a été essentiel pour assurer le développement de la Chine, mais qui aujourd'hui commence à produire des effets contraires. Donc, la part de la Chine dans la croissance mondiale va rester importante, mais elle est appelée à baisser. Et il y a un autre pays qui est en train de démarrer, c'est l'Inde. Alors, aujourd'hui, l'Inde, qui a une population supérieure à la population chinoise, hein, alors, de 200 millions, enfin, grosso modo, l'Inde est sur 1,5 milliard, la Chine doit être sur 1,4 milliard. Bon, on parle de géants, hein. Euh, L'Inde a un PIB en parité de pouvoir d'achat qui est autour de 7,5% du PIB mondial, alors, à rapporter au PIB chinois qui est de 16% du PIB mondial. Mais la croissance chinoise est supérieure, la croissance indienne est supérieure à la croissance chinoise. Et donc, ça veut dire que le démarrage et l'accélération que connaît actuellement l'économie indienne va progressivement venir s'additionner et peut-être en partie remplacer la croissance chinoise. Donc ça, ce sont des choses qui expliquent largement le déplacement du pôle de croissance, auquel il faut ajouter des petits pays, des pays qui pèsent assez peu, mais qui, si on les additionne, pèsent quand même beaucoup plus. La Corée du Sud, la Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie. Donc, tous ces pays sont en train d'avoir des croissances très largement supérieures à la croissance européenne, qui viennent s'ajouter évidemment au taux de croissance chinois et au taux de croissance indien. Dernier point, c'est l'Afrique. Alors, on sait, si on regarde les statistiques, que l'Afrique est en train de commencer à basculer vers une croissance relativement importante, à partir de niveaux très bas, hein. Ça, c'est évident. Alors, le vrai véritable problème, c'est que quand on dit la croissance de l'Afrique, c'est parce qu'on rassemble les chiffres de toute une série de pays ensemble, mais à l'intérieur, il y a des divergences quand même énormes. Par exemple, les pays d'Afrique de l'Est, l'ex-Afrique britannique, le Kenya, l'Éthiopie aussi, la Zambie, l'Afrique du Sud, connaissent des taux de croissance qui sont très largement supérieurs au taux de croissance de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, donc les anciennes colonies françaises, Française, oui. qui avaient eu des niveaux d'activité économique plutôt bons dans les années 60, 70 et le début des années 80, sont rentrés depuis les années 90-2000 dans une conjoncture globale de faible croissance, de crise politique. Et les deux s'additionnent. La faible croissance délégitimise les autorités politiques. On voit par exemple un pays qui avait des structures démocratiques, en réalité, comme le Sénégal, a connu un retour vers des formes autocratiques et dictatoriales importants. Or, c'est quand même au Sénégal qu'on a eu le premier dirigeant africain qui a volontairement cédé le pouvoir. Il faut toujours rappeler ça. Léopold Sédar Senghor, qui était le père de la nation sénégalaise, eh bien, bon, ben voilà, moi, je m'en vais, je me retire, je quitte la politique, je repars en littérature et en poésie. Et Senghor, c'était pas rien en poésie, c'est quand même l'un des plus grands poètes francophones du XXe siècle. Bon, et
dit à ses héritiers, écoutez, maintenant, à vous de faire le travail. Moi, j'ai donné pendant pratiquement 30 ans, à vous de faire le travail. Ça, malgré tout, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus dans de très nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, hein, j'insiste bien. Là, un dirigeant quitte le pouvoir parce qu'il en est chassé ou parce qu'il y a un coup d'État, si on veut. Donc, il y a ce problème. De faibles résultats économiques induisent une fragilisation des processus politiques. La fragilisation de ces processus politiques crée une situation d'insécurité globale qui, évidemment, pénalise le développement économique. Et c'est pour cela que l'on risque d'avoir une grande fracture euh, en Afrique entre des pays d'Afrique de l'Est qui ont réussi plus ou moins à faire une transition démocratique, bon, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Zambie, d'une certaine manière le Mozambique, bon, et des pays d'Afrique de l'Ouest qui restent, hélas, dans un modèle politique très instable qui a des conséquences importantes sur l'économie. Donc, c'est important parce que tout cela, je dirais, fragilise la capacité de l'Afrique de s'affirmer comme, elle aussi, un grand pôle de croissance. Mais en tous les cas, la partie est de l'Afrique, elle, va effectivement basculer dans cette logique de croissance. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que les dirigeants chinois, comme les dirigeants indiens, ont très bien compris. Pourquoi la Chine développe-t-elle toutes ses activités d'infrastructure en Afrique de l'Est? Parce qu'elle a compris que ces pays allaient être, d'une certaine manière, le creuset d'une forme de croissance africaine de demain. L'Inde, même chose, outre le fait que l'Inde a des traditions dans cette région. Il y a toujours eu beaucoup de migrants indiens dans l'Afrique de l'Est britannique, que ce soit l'Afrique du Sud. Il faut rappeler que Gandhi, comme avocat, fait ses premières armes Absolument, en absolument. Afrique du Sud. Bon, au Kenya, il y a une communauté indienne au Kenya qui joue un rôle extrêmement important. Bon, donc, on voit que autour d'un noyau asiatique qui tire la croissance, il y a une zone périphérique qui va rejoindre probablement ce noyau d'ici quelques années, qui est l'Afrique de l'Est. Et donc, ça veut dire que le, euh, le rôle de l'ère occidentale ou de l'ère atlantique, en réalité, va diminuer. Et après, nous avons la question de l'Amérique latine. Et sur l'Amérique latine, il y a un pays qui commence effectivement à émerger, c'est le Brésil. Alors le Brésil, pendant très longtemps, était un pays dont l'instabilité politique, d'une certaine manière, venait détruire le potentiel économique. Je me rappelle, quand je faisais mes études, et même après, quand j'étais jeune enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales, il y a un excellent spécialiste de l'économie brésilienne qui était Ignacy Sachs et qui avait cette fameuse formule le Brésil est un pays voué à un grand avenir et qui le restera. Autrement dit, qui s'avère incapable de matérialiser ses potentialités. Et depuis la première élection de Lula, bon, c'est quelque chose qui a changé. Alors, qui a changé lentement. Bon, il y a encore toute une série de problèmes économiques au Brésil, ça c'est évident. Bon, mais le Brésil est en train de rejoindre, d'une certaine manière, les pays à croissance relativement forte. Après, il faudra voir qu'est-ce qui va se passer en Argentine. Le nouveau président ultralibéral se heurte désormais non seulement à une opposition populaire, mais à une opposition institutionnelle. Il n'a pas de majorité au Parlement. Non.
Et la Cour suprême lui a dit, ben non, vous ne pouvez pas régler toute une série de choses par décret. Ces choses ne peuvent être réglées que par la loi. Or, il n'a pas de majorité pour faire passer ces lois. Donc voilà, ça risque d'être un point. Mais ça ajoute de l'instabilité politique dans un pays qui n'en avait pas vraiment besoin. Et donc, là encore, l'Argentine ne va pas arriver à réaliser son potentiel. Donc, la question de l'Amérique latine est une question, mais on voit émerger des morceaux de croissance. Alors, c'est pas la même division que l'Afrique, où il y a vraiment en Afrique une division Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, mais c'est plutôt une peau de léopard. Et on aura une forme de croissance en peau de léopard. Tout ceci nous donne en réalité l'image d'une croissance mondiale qui ne se joue plus dans la sphère atlantique et qui se joue maintenant ailleurs, essentiellement en Asie, avec quelques ramifications alors, en Afrique, des ramifications importantes, et d'autres ramifications qui sont peut-être un petit peu plus ténues en Amérique latine. Si on regarde maintenant dans le long terme, eh bien, on est en train de revenir à la situation du XVIIe siècle. Les Tu historiens... m'autorises à sourire, Jacques, parce que je bois du petit lait là. Hein, d'abord, Oui, la qualité de tes explications et leur clarté. Et puis bon, moi je suis un adepte du temps long. Hein, non pas la world history, mais la big. Hein, c'est-à-dire que je remonte à moins 60 000 ans. Et ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire que effectivement, nous on est issus, on est des enfants de la domination occidentale de 5 oui, siècles, et celle-ci commence à changer. Donc, elle commence à évoluer et elle est probablement nettement en déclin. Et tout à puis, fait. si les Occidentaux continuent à faire autant de conneries qu'ils en font en ce moment, ça peut aller plus vite, peut-être. Et j'espère que ça ne va pas déboucher sur des catastrophes. Mais voilà, quoi. Alors, je te rends la parole après cette Oui, petite incise pour nous parler de ce retour au XVIIe siècle. mais oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au début du XVIIe siècle, la Chine, l'Inde étaient les puissances dominantes en économie. L'Europe pesait assez peu. C'est aussi un problème de population. L'Europe, à cette époque-là, était un nain en matière de population. La France, avec ses 20 millions de Français sous Louis XIV, apparaissait comme un géant. La France était aussi peuplée que la Russie, que l'Empire russe. Donc on voit cette importance. Bon, ce qui d'ailleurs a permis à la France de mener des guerres contre toute l'Europe et de ne pas être immédiatement écrasée. Bon, la Grande-Bretagne devait peser 8 millions d'habitants. C'est fou. Donc, elle était à 40% de la population française. Bon. Et puis, fin du XVIIe, début du XVIIIe, ça change. Ça change d'abord parce qu'il y a un phénomène d'accumulation du capital qui se produit en Europe et qui ne se produit pas ou pas à la même vitesse. Et ça, c'est important parce qu'il y a toujours une dimension cumulative dans l'accumulation du capital dans les autres pays. Un processus d'innovation qui se développe en Europe. Et là, les causes sont complexes. Il y a probablement des causes religieuses à cela. Le fait que l'Europe est obligée de se poser la question de la pluralité des religions, et une pluralité très souvent très conflictuelle. Hein. Les guerres de religion, on a donné. Bon, l'oblige et oblige toute une série de penseurs à dire, en fait, il faut ramener la question des croyances religieuses à la sphère privée. Et donc, on ne peut pas demander à une religion de tout expliquer dans les phénomènes de la nature. Il faut la ramener à quelque chose de beaucoup plus réduit. Ça permet en réalité le développement d'une réelle logique scientifique. Et ça légitime, même si d'ailleurs le scientifique est un religieux, et beaucoup des scientifiques de cette période-là sont des religieux, ce pas des athées, certainement pas des athées militants, peut être agnostique, bon, reste très profondément dans la pensée religieuse, mais ils considèrent que la religion, c'est quelque chose
qui concernent leur conscience et qui ne concernent pas, je dirais, l'explication des phénomènes de la nature. Et qui a donc une légitimité à chercher à comprendre les conditions scientifiques de ces phénomènes de la nature. Donc, il y a une accumulation du capital, une mutation intellectuelle qui est extrêmement favorable à l'innovation, et la combinaison des deux, qui donne le capitalisme, accroît d'une certaine manière la vitesse du progrès scientifique et technique en Europe, ce qui va donner à des pays de petite taille comparés aux autres des capacités militaires et des capacités de conquête très largement supérieures au reste des autres pays. La Grande-Bretagne arrive à conquérir l'Inde alors qu'elle reste beaucoup moins peuplée que l'Inde. La Chine est en fait dépecée par des puissances qui ne sont que des nains par rapport à la Chine. Et si on veut, c'est de cette époque-là, en fait, que date le grand effondrement économique de l'Asie et la grande montée en puissance de la sphère atlantique, montée en puissance qui va culminer, en fait, dans les années 50 ou dans les années 60. Et c'est là, si on regarde avec beaucoup de recul, on peut dire que l'Occident, pris au sens large, en y incluant évidemment le Japon, qui, pour toute une série de raisons, a été rattaché, même on peut dire un petit peu de force, à cet Occident, arrive à dominer l'économie mondiale. Et depuis les années 60-70, nous sommes dans un déclin, je dirais, de la puissance de cet Occident. Alors le déclin a d'abord été imperceptible, puis à partir du début des années 90, on a commencé à le voir dans les chiffres économiques. La part des États-Unis, la part même des pays occidentaux dans le PIB mondial a commencé à baisser. La part des pays asiatiques a commencé à monter. Et puis, au début des années 2000, ça a été l'explosion chinoise, bon, qui a déjà commencé un petit peu avant, mais c'est là où elle est devenue vraiment, très spectaculaire. Et cette explosion chinoise nous a peut-être caché le réveil de l'Inde. L'Inde, qui était aussi, qui se traînait autour de 3-4% du PIB mondial, a commencé à monter. Elle est aujourd'hui à 7,5%, et on peut penser qu'elle sera autour de 10-12% d'ici une quinzaine d'années. Donc voilà, c'est ça, si on veut, à 10 ans ou 15 ans, la perspective. Après, pour des raisons, je dirais, beaucoup plus conjoncturelles, il est clair que dans les 2 ans qui viennent, nous serons dans une situation de quasi-stagnation ou de très faible croissance dans cette économie occidentale, et en particulier dans l'économie européenne. Et là, il y a un véritable problème. L'Union européenne, au niveau global, de fait, stagne. Alors, les pays de l'ex-Europe de l'Est s'en tirent un petit peu mieux, mais pour combien de temps? C'est une véritable question qu'il faut poser. Et cette stagnation, elle est tout à fait évidente sur des pays comme l'Allemagne, l'Italie. Par exemple, il faut savoir que l'Italie a un PIB qui stagne depuis 2011. Alors que la France, malgré tout, a maintenu une certaine croissance. L'Italie, elle, c'est la stagnation quasi absolue. Mais la France et l'Allemagne, aujourd'hui, sont de facto en récession. Donc, on est dans une situation où cette espèce d'écart entre la zone de croissance et l'Europe s'ouvre, mais de toutes les manières, il se serait ouvert. Il s'ouvre aujourd'hui plus vite
parce qu'on est dans une situation qui, en Europe, est particulièrement désastreuse, mais ça s'inscrit dans je dirais, dans une tendance longue. Et il faut souligner cela. Ça avait été prévu par les dirigeants russes. Ou plus précisément, les dirigeants russes avaient engagé un débat public, d'ailleurs. Moi, j'ai eu accès au texte qui était écrit avant que ça donne lieu à un texte tout à fait officiel qui s'appelle la fameuse stratégie énergétique à l'horizon 2030. Et dès 2009-2010, il disait explicitement il faut que l'on fasse basculer nos exportations d'hydrocarbures de l'Europe vers l'Asie, parce que la consommation d'hydrocarbures n'augmentera pas, voire baissera en Europe, et pour plusieurs raisons, parce que l'Europe ne connaîtra pas de forte croissance, parce qu'il y a une forte pression des écologistes qui vont vouloir réduire absolument la consommation des hydrocarbures. Par contre, l'Asie, elle, continuera de se développer, elle aura besoin de basculer du charbon, très polluant, vers le pétrole et le gaz, qui sont malgré tout moins polluants que le charbon, chose que les écologistes se refusent à admettre. Mais il faut quand même dire que la gazéification de l'économie indienne serait un immense progrès par rapport à la situation actuelle, où l'Inde tire pratiquement 70% de son énergie d'un charbon, et qui plus est d'un charbon de mauvaise qualité. Bon, donc, et ils avaient prévu de faire basculer leurs exportations de l'Europe vers l'Asie. Sauf que c'était pour eux quelque chose qui s'étalait donc de 2010 à 2030, hein, sur 20 ans, et que les sanctions ont accéléré de manière massive, je dirais, ce développement. Et de fait, la Russie est devenue un très gros fournisseur de la Chine, mais aussi, et c'est peut-être encore plus important, un énorme fournisseur de l'Inde. L'Inde a multiplié par 5 ses importations d'hydrocarbures russes, que ce soit le pétrole ou que ce soit le gaz. Et donc, s'il y a un pays qui a analysé, intégré ce basculement d'un monde qui était essentiellement occidentalo-centré vers un monde qui sera de plus en plus asiato-centré, c'est bien la Russie. Eh bien, voilà un tour du monde tout à fait éblouissant. Merci Jacques de cette démonstration que effectivement nous nous inscrivons dans un cycle long, mais qui bifurque par rapport au précédent. Moi, j'avais écrit quelques jours après le 24 février 2022 que c'était probablement un tournant avec le déclin de l'Occident qui était amorcé. La globalisation telle qu'elle s'est produite, parce qu'il y a eu, tu vois l'inflexion dans les années 70, mais la globalisation qui s'est faite après la chute de l'Union soviétique était, bon, finalement, c'était la forme moderne de la domination occidentale. Il y avait l'économie, mais il y avait aussi la politique, tout ce qui va Bien avec. sûr. Bon, eh bien, malheureusement, comme le dit Emmanuel Todd, que j'ai déjà Mm. cité, il dit la défaite de l'Occident, c'est pas ses ennemis ou ses adversaires qui l'ont battu, c'est l'Occident qui s'est battu lui-même. Je, je pense aussi un petit peu à cette hypothèse. En tout cas, ça ne nous dresse pas des perspectives, donne pas des perspectives très, très encourageantes. Très, très encourageantes parce qu'on s'inscrit dans un cycle particulier avec ce déplacement du centre de gravité du monde. Et je crains que cela se passe de façon peut-être un peu chaotique chez nous, avec les problèmes politiques que nécessairement cette situation et cette récession vont poser. Donc, bon, est-ce que ces pays-là, je pense aux pays occidentaux, au contraire de ce que dit Emmanuel Todd, vont réussir à se reprendre? Je crains que l'on n'en prenne pas le chemin.
hein, parce que la crise est multiforme quand même, hein, elle considère tout un tas de domaines, et en particulier celui de la production des élites, celui d'une forme de perversion du pouvoir, des tentations, et on le voyait hier avec le discours de von der Leyen, et même celui de Macron, qui a fait une conférence de presse à destination du public français où il a annoncé plein de petites micro-mesures et puis il est allé à Davos en disant mais vous inquiétez pas, on va poursuivre la destruction du code du travail. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais il a dit vous allez voir ce que vous allez voir, on va assainir tout ça, c'est-à-dire que je vais reprendre le mandat qu'on m'a confié en 2017 avec mon élection que je considère, je vais peut-être écrire un petit truc là-dessus sur le fait que l'élection de Macron en 2017 est une révolution de couleur à la française. Bon, donc, avec l'aspect judiciaire que j'ai étudié, j'en ai même fait un bouquin. Donc, mais bon, je suis là aussi un peu pessimiste concernant cette évolution de l'Occident où nous sommes du mauvais côté de l'histoire pour l'instant. Ce qui m'inquiète aussi dans la description que tu as faite de euh, l'état du monde euh, au XVIIe siècle, qui étaient les pays dominants et comment le centre de gravité s'est déplacé vers l'Europe. Effectivement, l'Angleterre, avec au XIXe siècle, ses 17 millions d'habitants, je crois que c'était ça, après avoir impulsé la révolution industrielle avec une violence sociale extraordinaire, hein. C'est-à-dire au début du 19e siècle, la population anglaise était ramenée à son niveau de vie du 13e, hein. Donc ça a été, et tout le 19e a été d'une brutalité extraordinaire, et ils sont partis dominer le monde. Et les pays dont tu parles, qui étaient les pays les plus économiquement dominants au XVIIe siècle, ben, on sait ce qui leur est arrivé, hein. C'est-à-dire que, ben, pour commencer, l'Inde a été conquise, hein, et par une petite nation, et la Chine a subi le siècle de la honte, c'est-à-dire a vécu toute une série de tragédies, tragédies qui se sont perpétuées et poursuivies au XXe, avant la stabilisation euh, après l'arrivée de Mao Tse-tung au pouvoir. Stabilisation qui ne s'est pas faite non plus en 5 minutes, hein. Donc, bon, c'est peut-être, je ne sais pas, ce que diront les historiens Deng Xiaoping. J'aime beaucoup la, l'anecdote, je ne sais pas si elle est apocryphe, mais je ne crois pas, de Malraux disant à Chou Enlai, qu'il avait été voir à la demande de De Gaulle au moment des rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine, et il pose la question à Chou Enlai, que pensez-vous de la Révolution française? Et Deng avait répondu, il est trop tôt pour en parler, hein. Donc, elle est assez jolie. Alors, bon, pour avoir été en Chine et avoir un peu rencontré, certes de façon touristique, pas seulement touristique d'ailleurs, cette civilisation, je me dis que oui, 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 ça m'étonne pas qu'il ait répondu ça. Bien, mon cher Ja, merci encore infiniment Merci à de toi. ce voyage, de ce tour du monde, hein, ce tour du monde brillant, qui nous donne des perspectives pas extraordinaires. En tout cas, bon, bah, il va falloir s'habituer à vivre dans ce monde-là. Euh, et j'espère que bon, bah, la jeunesse européenne en particulier va mesurer qu'il va falloir qu'elle affronte cette situation. Les États-Unis, je ne sais pas. Parce que ce que tu disais sur le plan économique, oui, parce qu'ils n'ont pas le poids de l'énergie, mais leur situation politique, institutionnelle, sociale, sociologique est quand même chaotique, hein. Chaotique. Je ne sais pas comment vont se dérouler les élections, et la présidentielle en particulier, mais tout ça se profile sous des nuages d'orage qui peuvent être très inquiétants. Voilà, bon, eh bien, merci de nous avoir suivis.
nouveaux remerciements. Je n'arrêterai pas à Jacques d'avoir accepté ce tour Merci à d'horizon toi. et d'avoir été, alors dans le cahier des charges, pas seulement, c'est pas une question de durée, mais sur la nécessité en ce début d'année de ce tour du monde. Impeccable. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.